En 2025, à 9h10 à 8 exactement, heure locale de Mars, le rover Perseverance de la NASA a capturé quelque chose dans le ciel, au-dessus de la planète rouge. Coma, l'agence spatiale, a publié l'image sur sa page multimédia officielle. Celle-ci montre un objet que la NASA a elle-même entouré de verre. Ce n'était pas une photo d'amateur, ce n'était pas la capture d'écran flou d'un théoricien du complot, mais une image officielle de la NASA, prise par la Skycam, une caméra orientée vers le haut sur le pont supérieur du rover, montrant quelque chose dans le ciel martien. 24 heures plus tard, le 3 octobre, 7 engins spatiaux de 4 agences différentes étaient parfaitement positionnés pour capturer les images les plus proches et les plus détaillées, jamais prises de l'objet interstellaire connu sous le nom de 3I Atlas, puis silence complet. 4 jours de néant, 4 jours sans que la NASA, la Chine et les Émirats arabes unis ne publient absolument aucune donnée, jusqu'à aujourd'hui, le 7 octobre, où l'Agence spatiale européenne a finalement rompu le silence. Elle a diffusé des images, de vagues points blancs, montrant une comète avec une coma, un comportement normal et anodin, exactement ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Mais voici ce qui rend leur publication si dérangeante. Si les images de l'ESA montrent quelque chose d'assez normal pour être publiées immédiatement, pourquoi la NASA, la Chine et les Émirats arabes unis restent-ils silencieux? Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas publié les images de Persévérance du 3 octobre? Pourquoi la Chine, qui publie des milliers d'images de Mars chaque année et ne manque jamais une occasion de démontrer ses capacités, n'a-t-elle rien publié depuis Tianwen-1? L'ESA nous a montré un point flou et a déclaré « Nous avons besoin de semaines, voire de mois d'analyse. Qu'ont donc vu les autres qu'ils ne peuvent absolument pas nous montrer? Parce que voici ce que nous savons. Les calculs indiquent que la trajectoire de cet objet ne devrait pas exister. Sa probabilité n'est que d'1 sur 1 million. Il émet des métaux d'une manière qui contrevient à la physique fondamentale, et il est plus ancien que l'ensemble de notre système solaire. De plus, dans 21 jours, il passera derrière le Soleil, complètement caché à tous les télescopes terrestres, au moment exact où le rayonnement solaire devrait soit le déchirer, soit, si certaines théories sont exactes, lui offrir la couverture parfaite pour ce qui va suivre. La NASA nous a montré quelque chose le 2 octobre, 7 engins spatiaux ont vu quelque chose le 3 octobre, l'ESA nous a montré des points flous le 7 octobre, et les agences disposant des meilleures caméras, des instruments à la plus haute résolution et des données les plus détaillées ne parlent toujours pas. La question n'est pas de savoir ce qu'est 3I Atlas, la question est de savoir ce que la NASA et la Chine ont vu, que l'ESA soit n'a pas vu, soit a choisi de ne pas mentionner. Si ce mystère vous fascine autant que moi, veuillez aimer et vous abonner pour rester informé. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez que la publication de l'ESA rend cela plus ou moins suspect. Et si vous voulez aider notre communauté à grandir, partagez ceci sur X, Facebook, Reddit ou votre Messenger. Merci de nous soutenir toujours. Chapitre bonus. Mise à jour de dernière minute. Avant de commencer, une brève note. Ce chapitre a été ajouté après l'enregistrement original. Le 7 octobre 2025, quelques heures seulement après la fin de la narration principale, l'Agence spatiale européenne a publié les premières images et données officielles du survol martien du 3 octobre. C'est une nouvelle de dernière minute qui change considérablement l'histoire. Nous avons donc inséré ce chapitre bonus pour couvrir ce que l'ESA a révélé et tout aussi important, ce qu'elle retient encore. Plongeons dans ce que nous savons maintenant. Le silence est enfin rompu, l'attente est terminée, du moins partiellement. Le 7 octobre 2025, l'Agence spatiale européenne a fait ce que la NASA, la Chine et les Émirats arabes unis n'ont pas fait. Elle a publié des images, elle a publié des données, elle a rompu le silence qui planait sur cette histoire depuis le 3 octobre. Mais voici ce qui rend cela à la fois révélateur et frustrant. Ce qu'ils ont publié soulève autant de questions qu'ils n'apportent de réponses, et ce qu'ils n'ont pas encore publié pourrait être encore plus important que ce qu'ils ont partagé. Ce que l'ESA nous a montré, commençons par ce que l'ESA nous a réellement montré. L'orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter, utilisant sa caméra Cassis, le Color and Stereo Surface Imaging System, a capturé une série d'images entre le 1er et le 7 octobre. Ces images ont été compilées dans une animation, un GIF montrant le mouvement de la comète par rapport aux étoiles de fond, et la voici, 3I Atlas,
un point blanc légèrement flou près du centre du cadre, se déplaçant vers le bas à travers le champ de vision. C'est la description officielle de l'ESA, un point blanc légèrement flou. Maintenant, avant que la déception ne s'installe, comprenons ce que nous regardons réellement et pourquoi cette observation était extraordinairement difficile. Cassis a été conçu pour photographier Mars. Il est optimisé pour imager une surface planétaire brillante à une distance de quelques centaines à quelques milliers de kilomètres. Il est conçu pour capturer des caractéristiques géologiques, des textures de surface, des variations de couleurs dans la roche et le sable martien. Or, 3i Atlas était à 30 millions de kilomètres de distance. 30 millions, c'est 100 fois plus loin que ce que Cassis observe habituellement, et contrairement à la surface martienne brillante, la comète est faible, incroyablement faible. Nick Thomas, l'investigateur principal de la caméra Cassis, a déclaré que 3i Atlas est approximativement 10 à 1000 à 100 à 1000 fois plus faible que la cible habituelle de l'instrument. La capturer a nécessité des expositions de 5 secondes, ce qui est extraordinairement long pour cette caméra. Ce que les images montrent n'est pas le noyau lui-même, à 30 millions de kilomètres. Résoudre le noyau, qui ne fait peu, être que quelques kilomètres de large, serait comme essayer de voir un téléphone portable sur la Lune depuis la Terre, impossible avec cet instrument. Ce que nous voyons est la coma. Le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau, l'ESA, signale que la coma mesure quelques milliers de kilomètres de diamètre, c'est substantiel. Cela confirme que 3i Atlas est activement en dégazage, libérant des substances volatiles à mesure que le rayonnement solaire chauffe sa surface. C'est un comportement normal pour une comète. C'est ce que nous nous attendons à voir. Une comète s'approchant du Soleil développe une coma. Plus elle se rapproche, plus la coma devient grande et brillante. Les images ne montrent pas encore de queue. Les queues de comètes se forment lorsque le vent solaire pousse le gaz et la poussière loin du noyau, créant ces traînées spectaculaires qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres dans l'espace. Mais les queues sont beaucoup plus faibles que les comas. Au moment de ces observations, si une queue existait, elle était trop faible pour que CSS-6 puisse la détecter. L'ESA note que la queue pourrait devenir visible lors d'observations futures à mesure que la comète continue de se réchauffer et devient plus active. Jusqu'à présent, rien d'inhabituel, rien d'anormal, juste une comète avec une coma se comportant comme une comète le devrait. On pourrait même qualifier cela d'anticlimatique après toutes les spéculations, toutes les théories, toute l'attente. Mais c'est là que cela devient intéressant. C'est là que le libellé prudent de l'annonce de l'ESA révèle autant ce qu'ils ne disent pas que ce qu'ils disent. Mars Express, l'autre orbiteur martien de l'ESA, a également tenté d'observer 3i Atlas, mais la comète ne s'est pas encore révélée dans ces images. Le temps d'exposition était limité à une demi-seconde, le maximum que la caméra de Mars Express peut gérer, contre 5 secondes pour ExoMars. Cette exposition plus courte signifie que la comète était tout simplement trop faible pour être clairement enregistrée. Cependant, les scientifiques de l'ESA travaillent maintenant à combiner plusieurs images de Mars Express, à les empiler, ajoutant le signal de plusieurs images pour faire ressortir la faible comète sur le bruit de fond. C'est une technique astronomique standard. Quand quelque chose est trop faible pour être vu dans une seule image, vous prenez de nombreuses images et vous les additionnez, le signal s'accumule, le bruit s'équilibre, les caractéristiques émergent. Pourquoi font-ils cela? Si les images d'ExoMars montrent déjà la comète assez clairement pour confirmer qu'elle est là et qu'elle a une coma, pourquoi se donner la peine d'empiler les images de Mars Express pour extraire plus de données? Parce qu'ils cherchent quelque chose de spécifique, quelque chose que des observations supplémentaires pourraient révéler ou écarter. Puis, il y a la spectroscopie. L'ESA a tenté d'utiliser 3 spectromètres différents pour analyser la lumière de 3i Atlas. Mars Express est équipé d'Omega et de SPICAM, ExoMars TGO est équipé de NOMAD. Les 3 instruments ont été pointés vers la comète pendant la période de survol. Les spectromètres ne se contentent pas de prendre des photos, ils décomposent la lumière en ses longueurs d'onde composantes, révélant la composition chimique de tout ce qui émet ou réfléchit cette lumière. Mais voici ce que l'ESA ne dit pas clairement, ils ne disent pas s'ils ont réussi à obtenir des données spectroscopiques. L'annonce indique qu'à ce stade, il est incertain que la coma et la queue aient été suffisamment brillantes pour une caractérisation spectrale. Incertain. Pas oui, pas non, incertain. Ceci est extrêmement important, car s'ils ont obtenu de bons spectres, ils connaissent la composition chimique,
Ils savent si la signature de nickel est présente. Ils savent si la dominance du dioxyde de carbone est confirmée. Ils savent s'il y a des éléments ou des composés inhabituels qui ne correspondent pas aux attentes naturelles, et s'ils le savent, ils choisissent de ne pas nous le dire pour l'instant. Ils choisissent de dire qu'il est incertain qu'ils aient obtenu les données plutôt que de dire ce que les données montrent. L'annonce se conclut par un calendrier. Les scientifiques continueront d'analyser les données au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Des semaines et des mois, pas des jours, pas un rapport préliminaire rapide, mais une analyse prolongée, un examen attentif, prenant leur temps pour déterminer de quoi 3i Atlas est fait et comment il se comporte. Alors, qu'est-ce que l'ESA nous a réellement donné? Ils ont confirmé l'existence de la comète, ils ont confirmé qu'elle a une coma, ils nous ont montré des images qui semblent à première vue entièrement cohérentes avec une activité cométaire normale. Ils ont rompu le silence juste assez pour dire « oui, nous l'avons observée, oui, elle est là, oui, elle ressemble à une comète ». Mais ils ont été très prudents de ne rien dire de définitif sur la composition, sur les propriétés inhabituelles, sur les anomalies. Ces réponses, s'ils les ont, sont retenues pour une analyse ultérieure. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles l'ESA aurait pu publier ceci, alors que la NASA et la Chine restent silencieuses. Il existe quelques possibilités, et elles ne sont pas mutuellement exclusives. Premièrement, l'ESA pourrait avoir sincèrement les données les moins intéressantes. ExoMars et Mars Express sont des engins spatiaux capables, mais leurs caméras et spectromètres ne sont pas aussi puissants que certains instruments de la NASA. L'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA est équipé de IRIS, qui aurait dû capturer des images à une résolution beaucoup plus élevée. Si ces images IRIS montrent quelque chose d'inattendu, quelque chose qui nécessite une analyse minutieuse avant d'être rendu public, la NASA pourrait retenir l'information, tandis que l'ESA, avec des observations moins détaillées, se sent à l'aise de publier. Deuxièmement, l'ESA fonctionne indépendamment du gel gouvernemental des États-Unis. Elle n'est pas affectée par les congés sans solde, les conflits budgétaires ou les complications politiques. S'ils ont terminé leur analyse préliminaire et déterminé que leurs données étaient prêtes à être publiées, ils pouvaient simplement les publier, sans retard bureaucratique, sans attendre la coordination avec des agences qui sont actuellement en sous-effectif. Troisièmement, et c'est une spéculation, l'ESA pourrait exercer une pression sur la NASA et la Chine. En publiant leurs observations, même si elles sont préliminaires, ils établissent une référence, ils disent « Voici ce que nous avons vu, voici ce que nous sommes prêts à partager, et vous ». Cela crée une attente publique, cela rend le silence continu des autres agences plus flagrant. La question que tout le monde devrait se poser maintenant est la suivante. Si les images de l'ESA montrent une comète d'apparence normale, avec une coma d'apparence normale et aucune anomalie évidente, pourquoi la NASA et la Chine restent-elles silencieuses? Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas publié les images de Persévérance du 3 octobre? Pourquoi la Chine n'a-t-elle rien publié de Tianwenhen? Pourquoi les données de l'orbiteur Hope des Émirats arabes unis sont-elles toujours inédites? L'ESA nous a montré que, oui, des observations ont été faites et oui, elles peuvent être publiées. Alors, qu'est-ce qui empêche les autres? Colin Wilson, le scientifique du projet de l'ESA pour Mars Express et ExoMars, a fait un commentaire intéressant dans l'annonce. Il a dit « C'est toujours très excitant de voir les orbiteurs répondre à des situations inattendues. » Inattendu, c'est un choix de mots curieux. 3i Atlas a été prédit des mois à l'avance. Son survol était programmé. Les engins spatiaux ont été positionnés délibérément pour l'observer. Quelle partie de cela était inattendue? La trajectoire n'était pas inattendue, la date d'arrivée n'était pas inattendue, le fait de base qu'une comète interstellaire passe Mars n'était pas inattendu. Alors, à quoi se réfère inattendu? Le comportement, l'apparence, quelque chose dans les données qui ne correspondait pas aux prédictions? Nous lisons dans le marque de café ici, analysons les choix de mots, cherchons des indices dans ce qui est dit et ce qui n'est soigneusement pas dit, car c'est tout ce que nous avons. L'ESA nous a donné des points blancs flous, un langage prudent et la promesse d'une analyse plus poussée dans les semaines et les mois à venir. Le silence a été rompu, mais il a été rompu de la manière la plus limitée possible, juste assez pour confirmer que les observations ont eu lieu, juste assez pour montrer l'apparence normale d'une comète, juste assez pour rendre le silence continu de la NASA, de la Chine et des Émirats arabes unis encore plus flagrant qu'auparavant. Quoi qu'ils aient vu, quoi que ces autres engins spatiaux aient capturé, cela est toujours retenu. Et la publication de l'ESA, plutôt que de répondre aux questions,
pourrait avoir rendu la question la plus importante encore plus urgente. Si ce que l'ESA nous a montré est assez anodin pour être publié immédiatement, qu'ont vu les autres qui nécessitent des semaines ou des mois d'analyse avant que quiconque puisse en parler? Chapitre 1. Les 9 engins spatiaux qui détiennent la vérité. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Le 3 octobre 2025, à 4 heures temps universel coordonnées, l'objet interstellaire désigné 3I Atlas a atteint son approche la plus proche de Mars. La distance était de 29 millions de kilomètres. En termes astronomiques, c'est extraordinairement proche, assez proche pour que nous ayons eu une opportunité sans précédent, une opportunité qui n'arrive peu, être qu'une fois dans une vie humaine. 7 engins spatiaux étaient positionnés autour de Mars à cet instant précis, 7 ensembles d'instruments, 7 points de vue différents, 4 agences spatiales différentes, tous visant la même cible, tous capturant des données en même temps. Le premier est l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbitaire de la NASA, lancé en 2005 et toujours opérationnel après 2 décennies en orbite martienne. Son joyau est la caméra IRIS, le High Resolution Imaging Science Experiment. Cette caméra est capable de résoudre des objets jusqu'à 30 cm depuis l'orbite martienne. Mais pour 3I Atlas, positionné à 30 millions de kilomètres de distance, la résolution serait d'environ 30 km par pixel. Cela peut ne pas sembler impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez quelque chose de crucial. C'est l'image à la plus haute résolution d'un objet interstellaire qui ait jamais été possible, jamais dans toute l'histoire de l'astronomie humaine. Pensez-y un instant, tous les autres visiteurs interstellaires que nous avons détectés, Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, nous n'avons réussi à les capturer qu'au moment où ils partaient, comme des points de lumière lointains s'éloignant déjà de nous. Mais 3I Atlas, nous le suivons depuis juillet, et le 3 octobre, nous avons eu le cliché parfait. Le deuxième engin spatial est Mars Express de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2003. Il est équipé de la caméra stéréo haute résolution conçue principalement pour cartographier la surface martienne en 3 dimensions. Mais les caméras ne se soucient pas de ce qu'elles pointent. Mars Express a la capacité de créer des cartes structurelles tridimensionnelles de la coma de la comète, le nuage de gaz et de poussière entourant son noyau. Il pourrait révéler la forme, la distribution de la densité, les asymétries dans les schémas de dégazage. Le troisième est un autre engin spatial européen, l'orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter, une mission conjointe avec Roscosmos de la Russie. Celui-ci est équipé de NOMAD, le Nadir and Occultation for Mars Discovery Instrument, et de CASSIS, le Color and Stereo Surface Imaging System. NOMAD est un spectromètre conçu pour détecter des gaz à l'état de traces dans l'atmosphère de Mars avec une sensibilité incroyable. Mais lorsque vous pointez un spectromètre sur une comète, vous regardez quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'air martien. Vous analysez la composition chimique de la matière qui s'est formée dans un autre système stellaire il y a des milliards d'années, dans des conditions que nous pouvons à peine imaginer. Ensuite, il y a l'orbiteur Mars Odyssey de la NASA, lancé en 2001, ce qui en fait l'un des engins spatiaux à Mars qui fonctionne depuis le plus longtemps. Son instrument TEMIS, le Thermal Emission Imaging System, capture des données infrarouges, il mesure les signatures de chaleur, et si 3I Atlas subissait une activité thermique inhabituelle, une production d'énergie inattendue, des points chauds qui ne devraient pas être là, DEMIS le détecterait. Le cinquième engin spatial est celui que nous avons déjà mentionné, Perseverance, le rover assis à la surface martienne dans le cratère G0. Sa Skycam montée sur le pont supérieur a déjà capturé quelque chose le 2 octobre. Mais qu'en est-il du 3 octobre? Qu'en est-il du moment de l'approche la plus proche? Perseverance a de multiples caméras, il a un équipement de spectroscopie. Il était le seul observateur terrestre avec une ligne de visée directe. Le sixième engin spatial est l'orbiteur Tianwen-1 de la Chine, et c'est là que les choses deviennent intéressantes d'une manière très différente. Tianwen-1 est à Mars depuis février 2021. Pendant ce temps, l'administration spatiale nationale chinoise a publié plus de 14 000 images de la mission. 14 000, ils publient régulièrement, ils font connaître leurs réalisations. L'exploration spatiale est une question de fierté nationale et la Chine utilise toutes les opportunités pour démontrer ses capacités au monde. Mais pour 3I Atlas, rien, silence complet, pas une seule image, pas un seul ensemble de données, pas même un accusé de réception qu'ils ont tenté des observations.
Le septième est l'orbiteur Hope des Émirats arabes unis, également connu sous le nom de Emirat Mars Mission. Hope est équipé du spectromètre infrarouge Emirat Mars, conçu pour étudier l'atmosphère martienne, mais parfaitement capable de recueillir des données spectroscopiques sur une comète de passage. Les Émirats arabes unis ont été remarquablement transparents avec les données de leur mission. Ils ont partagé des images, ils ont collaboré à l'échelle internationale, ils ont rendu leurs découvertes publiques, mais pour 3i Atlas, également silencieux. Maintenant, voici où nous devons parler de ce qui vient ensuite, car cette histoire n'est pas terminée, elle a à peine commencé. Fin novembre, entre le 2 et le 25, l'engin spatial JUICE de l'Agence spatiale européenne, le Jupiter Icy Moons Explorer, actuellement en route vers le système solaire externe, aura ses instruments braqués sur 3i Atlas. JUICE observera la comète après son approche la plus proche du Soleil, après le périhélie, lorsqu'elle est la plus active, lorsque la chaleur solaire a déclenché le dégazage maximal, si quelque chose d'inhabituel doit se produire, cela se produira. Mais voici le problème. JUICE est actuellement dans une position relative au Soleil qui crée un défi de communication. Les données qu'il recueille en novembre ne seront pas transmises à la Terre avant février 2026. 4 mois d'attente, 4 mois à se demander ce que JUICE a vu. Et puis, il y a la possibilité, toujours à l'étude, de rediriger l'engin spatial Juno de la NASA pour une rencontre rapprochée en mars 2026. Juno est actuellement en orbite autour de Jupiter, étudiant l'atmosphère, le champ magnétique et la structure intérieure de la géante gazeuse. Mais Juno a du carburant, il a des instruments fonctionnels, et 3i Atlas passera à environ 54 millions de kilomètres de Jupiter le 6 mars 2026. Un changement de trajectoire en septembre de cette année pourrait positionner Juno pour un survol à environ 25 millions de kilomètres. C'est plus proche que la rencontre avec Mars, c'est assez proche pour une imagerie détaillée, assez proche pour une spectroscopie qui pourrait enfin répondre à certaines des questions qui empêchent les astronomes de dormir. Mais la NASA n'a pas encore approuvé la manœuvre, et avec le gel gouvernemental actuel, avec 15 000 employés de la NASA en congé sans solde, l'agence étant essentiellement paralysée, cette décision est gelée dans les limbes bureaucratiques. Nous avons donc 7 engins spatiaux qui ont observé le survol du 3 octobre. Nous avons un engin spatial qui a capturé des images préliminaires le 2 octobre. Nous avons des observations futures prévues pour novembre et potentiellement mars de l'année prochaine. Et de tout cela, de tous ces instruments, toutes ces agences, toutes ces données, qu'est-ce qui a été rendu public? Une image de la Skycam de Persévérance, prise le 2 octobre, publiée sur la page d'images brutes de la NASA, montrant quelque chose dans le ciel martien entouré de vert, et puis rien. Chapitre 2. Les images de la Skycam de Persévérance du 2 octobre. Parlons de ce que la NASA a réellement publié, car ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas une rumeur. Ce sont des images officielles de l'archive d'images brutes de mars 2020 de la NASA. Elles existent, elles sont horodatées, elles sont étiquetées, et n'importe qui avec une connexion Internet peut aller les regarder maintenant. L'image a été capturée sur Sol 1642. C'est le compte des jours martiens depuis l'atterrissage de Persévérance dans le cratère G0. Sol 1642 correspond au 2 octobre 2025, heure terrestre. L'horodatage exact est 9h10 à 8h48, heure solaire moyenne locale de Mars, le matin sur Mars. Le Soleil était levé depuis environ 3 heures. La caméra qui a capturé cette image est officiellement désignée comme la Skycam de Persévérance. Elle est montée sur le pont supérieur du rover, la surface plate où se trouvent la plupart des instruments scientifiques. Contrairement aux caméras de navigation ou aux caméras montées sur mât qui sont orientées vers l'avant et scannent l'horizon, la Skycam pointe droit vers le haut. Elle est conçue pour observer le ciel martien afin de suivre les phénomènes atmosphériques, les tourbillons de poussière, les nuages, l'opacité changeante de l'atmosphère à mesure que les tempêtes de poussière se développent et se dissipent. Mais le 2 octobre, elle a capturé autre chose. La première image montre ce qui semble être une structure circulaire, quelque peu déformée par l'objectif grand angle de la caméra. Il y a un objet distinct visible dans la partie supérieure du cadre. L'équipe de traitement d'images de la NASA l'a elle-même entourée de verre. Laissez cela s'installer un instant. Ce n'est pas un astronome amateur attirant l'attention sur un pixel flou, c'est la page multimédia officielle de la NASA
avec une annotation ajoutée par le personnel de la NASA mettant en évidence quelque chose dans le ciel martien. La deuxième image est plus large, montrant davantage le champ de vision complet de la Skycam. Vous pouvez voir le boîtier circulaire de la caméra elle-même dans le cadre, la distorsion caractéristique de l'objectif Fizey sur les bords. Et là, dans le quadrant supérieur droit, le même objet apparaît, il est faible, mais il est là. Ce n'est pas un pixel mort, ce n'est pas un impact de rayons cosmiques, ce n'est pas un artefact de traitement. Il a bougé entre les images, ce qui signifie qu'il a un mouvement réel par rapport à la caméra. Maintenant, voici ce qui rend cela techniquement significatif. La Skycam n'est pas un instrument haute résolution. Elle est conçue pour la surveillance à large champ, pas pour l'imagerie détaillée d'objets lointains. Son objectif est l'observation atmosphérique, le suivi des phénomènes qui se produisent dans le ciel martien à une portée relativement proche. Le fait qu'elle ait capté 3i Atlas du tout nous dit quelque chose d'important. Cela nous dit que l'objet était assez brillant pour être enregistré sur une caméra non conçue pour l'astronomie, assez brillant pour se démarquer du ciel diurne martien, qui, bien qu'il soit beaucoup plus faible que le ciel terrestre en raison de l'atmosphère mince de Mars, n'est toujours pas proche de l'obscurité de la nuit. Ceci n'a pas été capturé pendant une soirée martienne ou un crépuscule d'avant l'aube, c'était en milieu de matinée. Et pourtant, il est là. La distance au moment de cette image était d'environ 30 millions de kilomètres. C'est la séparation entre 3i Atlas et Mars le 2 octobre. À titre de comparaison, c'est environ 80 fois la distance entre la Terre et la Lune, c'est un vaste gouffre d'espace vide. Et la caméra orientée vers le haut de Persévérance, sans attente particulière de capturer autre chose que la météo martienne, l'a attrapé. Mais voici où la chronologie devient cruciale. Le 2 octobre n'était pas l'approche la plus proche. Cela s'est produit 24 heures plus tard, le 3 octobre. L'objet était toujours entrant, s'approchant toujours, devenant toujours plus brillant à mesure qu'il se rapprochait de Mars. Alors la question devient, qu'est-ce que Persévérance a capturé le 3 octobre? Nous ne savons pas, car la NASA n'a pas publié ces images. L'archive d'images brutes pour Persévérance est généralement mise à jour dans les jours suivant l'acquisition de l'image, parfois dans les heures. Le rover prend des milliers de photos. Elles sont téléchargées vers la Terre via les orbiteurs martiens, qui servent de satellites relais. Les données arrivent aux stations du Deep Space Network en Californie, en Espagne et en Australie. Elles sont acheminées vers le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, puis elles sont téléchargées vers l'archive publique. Ce processus est principalement automatisé. Il ne nécessite pas qu'un humain décide de ce qui est publié et de ce qui ne l'est pas. Les images circulent simplement dans le pipeline et apparaissent sur le site web. Cela fonctionne de cette manière depuis des années. Les images de Curiosity apparaissent comme une horloge. Les images de Persévérance apparaissent comme une horloge. Sauf apparemment pas les images du 3 octobre, pas les images du moment de l'approche la plus proche, pas les images qui nous montreraient à quoi ressemblait 3i Atlas lorsqu'il était à son point le plus proche de Mars, lorsqu'il était le plus brillant, lorsqu'il était le plus observable qu'il ait jamais été ou ne sera jamais à partir d'une caméra fabriquée par l'homme. Ces images sont manquantes. Maintenant, on pourrait argumenter que Persévérance était occupé. C'est un rover de travail. Il est au milieu d'une mission de collecte d'échantillons de roches, d'étude de la géologie martienne, de recherche de signes de vie microbienne ancienne. Il a un emploi du temps, il a des priorités, être que l'équipe scientifique ne l'a pas chargé d'observer 3i Atlas le 3 octobre, être qu'il se concentrait sur le forage d'un autre échantillon de carottes ou la navigation vers un nouvel emplacement. Sauf que nous savons que ce n'est pas vrai, car nous savons, d'après le plan de mission officiel, que plusieurs engins spatiaux coordonnaient les observations de 3i Atlas lors de son survol martien. Nous savons que cela était considéré comme un événement significatif. Nous savons que la NASA a publiquement déclaré qu'elle avait l'intention de l'observer. Et nous savons que Persévérance dispose de plusieurs caméras qui auraient pu être dirigées vers le ciel à tout moment pendant la journée martienne sur sol 1643, ce qui correspond au 3 octobre. Le rover n'a pas besoin d'arrêter de travailler pour prendre une photo du ciel, il peut faire les deux, la Skycam est toujours allumée, elle pointe toujours vers le haut, elle est toujours prête à capturer tout ce qui passe au-dessus. Alors, où sont les images? Il y a un autre détail qui mérite d'être examiné. L'image du 2 octobre n'a pas été mise en évidence ou présentée de manière proéminente par la NASA. Elle n'a pas été diffusée avec un communiqué de presse.
Elle n'a été incluse dans aucune mise à jour de mission ou article de presse. Elle est simplement apparue dans l'archive d'images brutes, comme des milliers d'autres images, avec des métadonnées de base et aucun commentaire. L'annotation du cercle vert a été ajoutée plus tard, vraisemblablement lorsque quelqu'un parcourant les archives a remarqué l'objet et l'a signalé. L'équipe multimédia de la NASA ajoute souvent des annotations à des images intéressantes, signalant des caractéristiques d'intérêt géologique ou des phénomènes atmosphériques inattendus. C'est une pratique courante, mais le timing est intéressant ici. L'annotation est apparue, l'image a commencé à circuler sur les médias sociaux, puis le silence a commencé. On pourrait également s'interroger sur les images de l'orbiteur, car Perseverance n'était pas la seule caméra pointée sur 3i Atlas ce jour-là. Mars Reconnaissance Orbiteur était au-dessus, Mars Express était en position, Odyssey était actif. Les orbiteurs ont des caméras beaucoup plus puissantes que la Skycam d'un rover. Ils auraient dû capturer des images considérablement meilleures. Et peu-être l'ont-ils fait, nous ne les avons tout simplement pas vus. Un modèle émerge ici et il n'est pas subtil. Le 2 octobre, un jour avant l'approche la plus proche, une image apparaît montrant 3i Atlas dans le ciel martien. Elle est publiée automatiquement dans le cadre du pipeline de données standard. Quelqu'un la remarque, quelqu'un l'en note, elle commence à susciter de l'intérêt. Et puis le 3 octobre, le jour de l'approche la plus proche, lorsque 7 engins spatiaux observent simultanément, lorsque nous devrions voir les meilleures images jamais capturées d'un objet interstellaire, rien n'est publié. Ni de Persévérance, ni de Mars Reconnaissance Orbitaire, ni de Mars Express ou Odyssée, ou aucun des autres. Le flux de données automatiques semble avoir cessé de couler, ou peut être, plus précisément, il est retenu, car les données ne disparaissent pas simplement, elles existent quelque part. Sur des disques durs au Jet Propulsion Laboratory, sur des serveurs au Centre européen d'opération spatiale, dans des archives à l'administration spatiale nationale chinoise, elles existent, nous ne sommes simplement pas autorisés à les voir. Maintenant, pourquoi cela ? Pourquoi la NASA publierait-elle une image le 2 octobre et permettrait-elle qu'elle soit annotée et partagée, puis retiendrait-elle tout ce qui est venu après ? Il n'y a vraiment que deux possibilités. La première est triviale, des problèmes techniques, des corruptions de données, des problèmes de communication, le gel gouvernemental affectant les opérations normales. Peut être que les images sont assises dans une file d'attente quelque part, attendant d'être traitées par des employés en congé sans solde qui ne sont pas actuellement à leur bureau. Peut être qu'il y a une explication parfaitement raisonnable qui n'a rien à voir avec ce que les images montrent réellement. La seconde possibilité est moins triviale. Les images montrent quelque chose d'inattendu, quelque chose qui nécessite une analyse minutieuse avant d'être rendu public, quelque chose que plusieurs agences spatiales ont peut-être besoin de discuter et de coordonner avant que quiconque ne dise quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. L'image du 2 octobre nous montre un objet dans le ciel, un point de lumière, rien de plus. Mais les points de lumière ne nécessitent pas de coordination entre la NASA, l'ESA, la CNSA et les Émirats arabes unis. Les points de lumière ne nécessitent pas de silence. Les points de lumière sont publiés automatiquement, analysés par la communauté scientifique et discutés ouvertement dans des articles universitaires et des communiqués de presse. Alors, qu'est-ce que la caméra a vu le 3 octobre qu'un point de lumière le 2 octobre n'a préparé personne à voir ? Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 24 heures alors que 3i Atlas se rapprochait et que la résolution s'améliorait et que les détails devenaient plus clairs? Nous ne savons pas, mais 7 engins spatiaux le savent et 4 agences spatiales le savent. Et quelque part dans des installations sécurisées sur 3 continents, des gens regardent des images que nous ne sommes pas autorisés à voir. Chapitre 3. 4 jours de silence. Qu'est-il arrivé après ? Aujourd'hui, c'est le 7 octobre 2025. Cela fait exactement 4 jours depuis l'approche la plus proche, 26 heures depuis que 7 engins spatiaux ont observé 3i Atlas à la résolution la plus détaillée jamais atteinte pour un objet interstellaire. Et au cours de ces 26 heures, le silence des agences spatiales mondiales a été, pour le moins, assourdissant. Établissons à quoi ressemble la normalité, car pour comprendre pourquoi ce silence est significatif, vous devez comprendre à quel point il s'écarte de la procédure opérationnelle standard. Lorsque les missions martiennes capturent des données intéressantes, elles sont rapidement publiées. L'orbiteur Mars Reconnaissance Orbitaire de la NASA
publie régulièrement des images iris de la surface martienne, souvent dans les jours suivant l'acquisition. Ce ne sont pas seulement des photos de cartographie de routine, ce sont des observations haute résolution de tourbillons de poussière, d'avalanches sur les parois des cratères, de cratères d'impact nouvellement formés, de changements saisonniers dans les calottes polaires. Les images apparaissent sur le site web de la NASA avec des légendes explicatives, elles sont présentées dans des communiqués de presse, elles sont partagées sur les médias sociaux par le Bureau des Affaires publiques de la NASA. L'Agence spatiale européenne fait de même avec Mars Express. Lorsque l'engin spatial capture quelque chose de notable, une tempête de poussière, un dépôt minéral, une formation géologique inhabituelle, l'ESA le publie. Ils écrivent des articles, ils fournissent un contexte, ils invitent des scientifiques planétaires à commenter. L'information circule vers le public de manière routinière. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. L'approche de la Chine en matière de réussite spatiale est, si possible, encore plus agressive en termes de publicité. L'administration spatiale nationale chinoise considère l'exploration spatiale comme une extension du prestige national. Chaque atterrissage réussi, chaque insertion orbitale, chaque découverte scientifique est une opportunité de démontrer la capacité technologique au monde. Lorsque Tianwen-1 est entré en orbite martienne en février 2021, la CNSA a publié des images dans les heures qui ont suivi. Lorsque le rover Zhurong a atterri à la surface en mai de cette année-là, les images sont arrivées immédiatement, haute résolution, corrigées des couleurs, traitées professionnellement. Depuis l'arrivée de Tianwen-1 sur Mars, la CNSA a publié plus de 14 000 images de la mission. 14 000, c'est une moyenne de près de 12 images par jour pendant 4 années consécutives. Elles montrent la surface martienne, les traces du rover, les rochers, les dunes, le drapeau chinois peint sur l'atterrisseur. Ils montrent tout, car montrer tout démontre que la Chine peut rivaliser avec la NASA et l'ESA sur un pied d'égalité. Alors, lorsque 3i Atlas, l'objet interstellaire le plus significatif à traverser notre système solaire dans l'histoire enregistrée, est passé à 30 millions de kilomètres de Mars, qu'est-ce que la CNSA a publié? Rien, pas une seule image, pas un seul ensemble de données, pas un seul communiqué de presse, pas même un accusé de réception qu'ils ont tenté des observations. Ce n'est pas un comportement normal pour la CNSA, cela viole tous les schémas qu'ils ont établis au cours de 4 années d'opération martienne. Si Tianwen-1 avait capturé des images de 3i Atlas, et si ces images montraient exactement ce que tout le monde s'attendait à voir, une comète typique avec une coma typique et une queue typique, la CNSA les aurait publiées instantanément. Ils auraient célébré la capture d'un visiteur interstellaire, ils l'auraient utilisé comme preuve de leur capacité d'imagerie avancée, ils auraient, selon toute vraisemblance, battu la NASA et publié leurs données en premier juste pour démontrer que la Chine y est arrivée avant l'Amérique. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont devenus silencieux, complètement, totalement silencieux. Maintenant, on pourrait soutenir que le gel gouvernemental des États-Unis explique le silence de la NASA, et dans une certaine mesure, c'est un argument juste. Au 1er octobre 2025, plus de 15 000 employés de la NASA étaient en congé sans solde. C'est 83% de la main-d'œuvre de l'agence. Le Jet Propulsion Laboratory, qui gère la plupart des missions martiennes de la NASA, fonctionne avec une équipe squelette. Les pipelines de traitement de données qui fonctionnent normalement en douceur passent maintenant par la mélasse bureaucratique. Mais voici le problème avec cette explication. Le gel gouvernemental n'affecte que les États-Unis. Il n'affecte pas l'Agence spatiale européenne, il n'affecte pas l'administration spatiale nationale chinoise, il n'affecte pas l'Agence spatiale des Émirats arabes unis. Ce sont des organisations indépendantes sur différents continents avec différentes structures de financement et différentes situations politiques. Le budget de l'ESA provient des États membres de l'Union européenne, la CNSA répond au Parti communiste chinois, le programme spatial des Émirats arabes unis est financé par le gouvernement émirati. Aucun d'eux n'est soumis aux conflits budgétaires américains. Aucun d'eux n'a d'employés en congé sans solde. Aucun d'eux n'a de raison opérationnelle de retarder la publication des données sur 3i Atlas. Et pourtant, l'ESA est silencieuse, la CNSA est silencieuse, les Émirats arabes unis sont silencieux. C'est là que nous devons parler de ce à quoi ressemble la coordination dans la communauté spatiale, car ces agences ne se coordonnent pas sur tout. En fait,
Elle se coordonne rarement sur grand-chose au-delà des protocoles de sécurité de base et de l'attribution des fréquences pour éviter d'interférer avec les communications des autres. La NASA et la CNSA en particulier ont une relation qui peut être décrite comme compétitive, pas hostile, mais compétitive. Il existe des restrictions légales sur la coopération entre les programmes spatiaux américains et chinois. L'amendement Wolf, adopté par le Congrès américain en 2011, interdit à la NASA d'utiliser des fonds fédéraux pour coopérer avec la Chine sur des activités spatiales sans l'approbation explicite du Congrès. Cela signifie que la NASA et la CNSA ne partagent pas librement les données, elles ne collaborent pas sur des missions conjointes, elles ne coordonnent pas leurs annonces scientifiques, elles sont en concurrence, elles se surveillent, elles essaient de se surpasser. Lorsque la Chine fait atterrir un rover sur la face cachée de la Lune, la NASA répond en accélérant son programme Artemis. Lorsque la NASA fait atterrir Perseverance sur Mars, la Chine répond en faisant atterrir Zhurong. C'est la dynamique, c'est comme ça que ça marche. Alors, quand la NASA et la CNSA deviennent toutes les deux silencieuses sur le même événement en même temps, ce n'est pas une compétition normale. C'est de la coordination, c'est quelque chose d'autre entièrement. La même logique s'applique à l'ESA, bien que l'ESA et la NASA collaborent sur de nombreux projets, ce sont toujours des entités distinctes avec des priorités distinctes. Lorsque l'ESA a des données intéressantes, elle les publie indépendamment. Elle n'attend pas la permission de la NASA, elle ne vérifie pas auprès de Washington avant de publier des images de Mars Express, elle fonctionne de manière autonome. Mais pas cette fois. Cette fois, l'ESA est silencieuse pendant que la NASA est silencieuse, pendant que la CNSA est silencieuse, pendant que les Émirats arabes unis sont silencieux. 4 agences, 4 continents différents, 4 systèmes politiques différents, tous se taisant sur le même événement. Il y a une expression qui s'applique ici. Quand tout le monde parle, personne n'écoute. Quand tout le monde se tait, tout le monde entend le silence. Pensez à ce qu'il faudrait pour y parvenir. Pensez aux conversations qui devraient avoir lieu. Des responsables de la NASA contactant leurs homologues de l'ESA contactant la CNSA, quelqu'un se coordonnant avec les Émirats arabes unis, un accord selon lequel rien n'est publié jusqu'à quoi exactement? Jusqu'à ce que tout le monde ait eu le temps d'analyser, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur ce que signifient les données, jusqu'à ce que tout le monde décide comment les présenter au public. Ce ne sont pas des conversations qui ont lieu pour des observations de routine. Ce ne sont pas des conversations qui ont lieu pour une comète typique traversant le système solaire. Ce sont des conversations qui ont lieu lorsque quelque chose d'inattendu apparaît dans les données et que personne ne veut être le premier à le dire à voix haute. Il existe un modèle dans la façon dont les anomalies scientifiques sont gérées. Lorsque quelque chose d'étrange apparaît dans les données, le premier instinct n'est pas de publier immédiatement. Le premier instinct est de vérifier, de s'assurer absolument que ce que vous voyez est réel et non un problème d'instrument, une erreur de traitement ou un événement de rayon cosmique qui s'est avéré inhabituel. Donc, vous exécutez des diagnostics, vous retraitez les données, vous les comparez aux normes d'étalonnage, vous demandez à des collègues de jeter un coup d'œil, vous excluez très soigneusement et très méthodiquement toute explication banale possible, avant même d'envisager la possibilité que vous regardiez quelque chose de véritablement anormal. C'est de la bonne science, c'est comme ça que ça devrait marcher. Le problème est que cela ne nécessite généralement pas 4 agences spatiales indépendantes pour coordonner leur silence pendant qu'elles le font. À moins, peut-être, qu'elles aient toutes vu la même anomalie. À moins qu'elles aient toutes besoin de la vérifier. À moins qu'elles aient toutes besoin d'être absolument certaines avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, car une fois que c'est dit, on ne peut pas le retirer. Alors, nous voici, le 7 octobre, 4 jours après l'approche la plus proche. Les données existent quelque part, sur les serveurs du JPL, quelque part dans les archives de l'ESA, quelque part dans les bases de données de la CNSA, quelque part dans les systèmes de contrôle de mission des Émirats arabes unis. Il y a des images haute résolution, des données spectroscopiques, des lectures thermiques, tout ce que 7 engins spatiaux ont capturé pendant ces heures critiques où 3i Atlas était à son point le plus proche de Mars. Et rien de tout cela, pas un seul octet, n'a été partagé avec la communauté scientifique ou le public. L'image de la Skycam du 2 octobre reste la seule preuve visuelle que nous ayons. Un point de lumière dans le ciel martien. Un jour avant, l'approche la plus proche. Un jour avant que la résolution ne s'améliore par ordre de grandeur.
un jour avant que ce soit ce qui a fait que 4 agences spatiales ont décidé qu'elles devaient rester silencieuses jusqu'à ce qu'elles comprennent ce qu'elles regardaient. Le silence continue, et à chaque jour qui passe, le silence lui-même devient la déclaration la plus forte que quiconque fasse. Chapitre 4. Ce que cela pourrait réellement être. Les théories. Pendant que nous attendons que les agences spatiales rompent leur silence, parlons de ce que 3i Atlas pourrait réellement être. Parce que la réponse à cette question détermine si nous assistons à un événement astronomique de routine ou à quelque chose qui changera fondamentalement la compréhension de l'humanité de sa place dans l'univers. Il existe 4 théories principales en discussion en ce moment, allant du banal à l'extraordinaire. Chacune a des preuves à l'appui, chacune a des problèmes, et comprendre les 4 est essentiel pour comprendre pourquoi le silence de ceux qui ont vu les données du 3 octobre pourrait être si soigneusement maintenu. Théorie 1. Le vaisseau éclaireur ancien. Cette idée gagne du terrain dans certains coins de l'Internet, et bien que cela ressemble à de la science-fiction, les mathématiques qui la sous-tendent sont étonnamment solides. La théorie est la suivante. 3i Atlas n'est pas un objet naturel, c'est une sonde, un engin spatial lancé par une civilisation intelligente quelque part dans la Voie lactée il y a entre 7 et 14 milliards d'années. Pour mettre cela en perspective, notre Soleil n'a que 4,6 milliards d'années, la Terre a 4,5 milliards d'années. La première vie multicellulaire complexe sur Terre est apparue il y a environ 600 millions d'années. Les humains anatomiquement modernes, existent depuis peu, être 300 000 ans. Mais 3i Atlas pourrait être plus ancien que tout cela, il aurait pu être construit et lancé lorsque l'univers avait moins de la moitié de son âge actuel, lorsque notre système solaire n'existait pas, lorsque les matériaux qui formeraient finalement la Terre étaient encore dispersés dans l'espace interstellaire dans des nuages de nébuleuses. Pourquoi une civilisation construirait-elle quelque chose comme ça? L'hypothèse suggère qu'il s'agit d'une sonde d'observation, d'un enregistreur, d'un dispositif envoyé pour parcourir la galaxie, pour documenter les événements cosmiques, pour collecter des données sur des échelles de temps géologiques. Pas un vaisseau avec un équipage, pas quelque chose s'attendant à revenir, mais un système automatisé peut être alimenté par quelque chose que nous ne comprenons pas, peut être dormant pendant des milliards d'années et ne s'activant que lorsqu'il rencontre quelque chose qui vaut la peine d'être observé, comme un système solaire, comme des planètes dans une zone habitable, comme nous. Certaines variations de cette théorie proposent que 3i Atlas est une arche interstellaire, ne transportant pas d'êtres vivants, mais transportant de l'information, de la connaissance, de la technologie, l'héritage préservé d'une civilisation qui savait qu'elle mourrait et voulait que quelque chose d'elle-même survive. Un message dans une bouteille jetée dans l'océan cosmique, il y a des milliards d'années, s'échouant maintenant sur notre rivage. Le moment est intéressant. 3i Atlas serait entré dans les limites extérieures de notre système solaire il y a environ 8 à 1000 ans. C'est à peu près au moment où la civilisation humaine a commencé à tenir des registres écrits, lorsque les premières villes ont été construites en Mésopotamie, lorsque l'agriculture a transformé les tribus nomades en sociétés sédentaires. Si vous êtes une civilisation concevant une sonde pour observer une espèce intelligente en développement, vous pourriez la programmer pour qu'elle arrive à ce stade, pas trop tôt pour qu'il n'y ait rien d'intéressant à voir, pas trop tard pour que vous manquiez la période de transition cruciale. C'est la théorie qui effraie certaines personnes, car si c'est vrai, nous sommes observés, nous l'avons été pendant des millénaires et nous ne le savions pas. Théorie 2. Mission de reconnaissance active. Théorie 2. Mission de reconnaissance active. Ceci est similaire à la théorie 1, mais plus immédiat, plus intentionnel. Au lieu d'une relique ancienne dérivant pendant des milliards d'années, cette théorie propose que 3i Atlas ait été délibérément envoyé vers notre système solaire relativement récemment, peut être au cours des derniers millions d'années, par une civilisation qui a détecté notre Soleil et souhaitait y regarder de plus près. La trajectoire soutient cela, car l'objet ne fait pas que passer au hasard, il est aligné presque parfaitement avec le plan de l'écliptique, le disque plat où toutes les planètes orbitent, et il est chronométré pour passer à proximité de multiples mondes, Mars en octobre, Jupiter en mars. Si vous deviez concevoir une mission de reconnaissance pour échantillonner différents environnements planétaires, pour observer différents types de mondes au sein d'un même système, c'est exactement la trajectoire que vous choisiriez. L'orbite rétrograde est une autre preuve, car 3i Atlas se déplace dans la direction opposée à celle de l'orbite des planètes,
ce qui est en fait avantageux pour une mission de reconnaissance. Alors que l'objet traverse le système solaire, les planètes viennent à lui, et s'il voulait déployer des sondes plus petites, des dispositifs d'observation plus petits, le mouvement rétrograde signifie que ces sondes pourraient être libérées avec une dépense d'énergie minimale et intercepter quand même les orbites planétaires, la vitesse orbitale des planètes faisant la moitié du travail. Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard qui suit cet objet de près, l'a décrit comme une potentielle mission de reconnaissance cosmique par survol, pas nécessairement hostile, pas nécessairement amicale, juste observationnelle. Une civilisation menant une étude, recueillant des données sur les systèmes planétaires à travers la galaxie, et nous sommes juste une des étapes sur l'itinéraire. Théorie 3, comète naturelle à la chimie exotique. Ceci est l'explication mainstream, celle que la plupart des astronomes privilégiaient par défaut. 3i Atlas est une comète, juste une comète. Elle s'est formée dans un autre système stellaire il y a des milliards d'années, a été éjectée par des interactions gravitationnelles avec des planètes ou des étoiles de passage et a erré dans l'espace interstellaire depuis lors. Maintenant, elle se trouve à traverser notre système solaire, il n'y a rien d'intelligent là, dedans, rien de conçu, juste un bloc de glace, de roches et de gaz gelés faisant ce que les blocs de glace, de roches et de gaz gelés font. La chimie inhabituelle s'explique par des conditions de formation que nous ne voyons pas dans notre système solaire, car 3i Atlas est probablement issu du disque épais de la Voie lactée, une région d'étoiles plus ancienne avec une métallicité différente, des abondances élémentaires différentes, des conditions différentes lors de la formation planétaire. Les comètes qui se forment dans ces environnements pourraient avoir des compositions différentes, plus de dioxyde de carbone, moins d'eau, des ratios de métaux différents, des substances volatiles différentes. C'est étrange, mais pas impossible, juste différent. La trajectoire n'est qu'une coïncidence statistique. Oui, les chances sont faibles, mais les chances faibles ne sont pas la même chose que zéro chance. Dans une galaxie avec des centaines de milliards d'étoiles, chacune éjectant potentiellement des comètes dans l'espace interstellaire, finalement, l'une d'elles aura une trajectoire qui semble étrangement intentionnelle, juste par chance aléatoire. Celle-ci pourrait être cette comète. Cette théorie a l'avantage de ne nécessiter aucune hypothèse extraordinaire. Pas de civilisations anciennes, pas d'artefacts technologiques, pas d'intelligence, juste la nature faisant ce que la nature fait, créant des objets avec une vaste gamme de propriétés, et occasionnellement, l'un d'eux semble assez bizarre pour que les humains s'interrogent. Théorie 4, le vaisseau furtif hybride, c'est la plus créative des théories, et elle a été proposée par des personnes réfléchissant à la manière dont une civilisation avancée pourrait camoufler la technologie. L'idée est simple, mais élégante. Ne construisez pas un engin spatial manifestement artificiel, trouvez plutôt un objet naturel, un astéroïde ou une comète, et évidez-le. Utilisez la roche naturelle et la glace comme une coque, comme un camouflage, tout en cachant votre technologie réelle à l'intérieur. De l'extérieur, cela ressemble à une comète. Elle a une coma parce que vous évacuez délibérément des gaz pour maintenir l'illusion. Elle a des schémas de dégazage qui semblent naturels parce que vous les ingénieriez pour qu'ils semblent naturels. Tout télescope pointé dessus voit exactement ce qu'il s'attend à voir. Une comète, juste une comète, rien d'inhabituel. Mais à l'intérieur, il y a une structure, il y a des machines, il y a un objectif. Cette théorie explique beaucoup de choses. Elle explique pourquoi 3i Atlas pourrait présenter des comportements semblables à ceux des comètes, tout en affichant des anomalies qui ne correspondent pas au modèle des comètes. C'est les deux. C'est un extérieur de comète enveloppé autour d'un noyau technologique, le déguisement parfait pour le voyage interstellaire. Vous n'attirez pas l'attention, vous ne déclenchez pas l'alarme, vous traversez les systèmes solaires ressemblant à des débris inoffensifs, tout en menant la mission pour laquelle vous avez été conçu. L'hypothèse a été sérieusement envisagée dans les cercles d'astrobiologie, car si les humains construisent un jour des sondes interstellaires, nous pourrions utiliser cette stratégie exacte, extraire un astéroïde ou une comète pour les matières premières, l'utiliser à la fois comme ressource et comme camouflage. C'est efficace, c'est intelligent, et si nous pouvons y penser, une autre civilisation aurait pu y penser en premier. Alors, ce sont les 4 théories. Artefacts anciens, reconnaissance active, comète naturelle, technologie camouflée. Chacune a des arguments de soutien, chacune a des adhérents, chacune mène à des conclusions très différentes sur ce que nous devrions faire ensuite. Et quelque part dans des installations sécurisées,
où les données du 3 octobre sont analysées, des gens regardent des images, de la spectroscopie et des lectures thermiques et essaient de déterminer laquelle de ces théories les preuves soutiennent. Ou peut être qu'ils regardent des données qui ne correspondent à aucune de ces théories, peut être qu'ils voient quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui les oblige à développer une 5e théorie, une 6e théorie, quelque chose qui n'a pas été discuté publiquement parce que personne n'avait imaginé que c'était nécessaire. Nous pouvons spéculer, nous pouvons théoriser, nous pouvons construire des modèles et exécuter des probabilités et débattre en ligne. Mais les gens qui savent, les gens qui ont vu ce que 7 engins spatiaux ont vu le 3 octobre, ils ne parlent pas. Pas encore, pas à nous. Et ce silence, plus que toute théorie, nous dit que quoi que soit 3i Atlas, il est assez important pour être très, très prudent quant à la manière dont la réponse est révélée. Chapitre 5. L'impossibilité mathématique d'1 sur 200 000. Parlons de chiffres, pas les chiffres confortables que nous utilisons dans la vie de tous les jours, mais les chiffres inconfortables qui font que les astronomes se redressent et commencent à poser des questions auxquelles ils ne sont pas sûrs de vouloir répondre. 3i Atlas est sur une trajectoire qui ne devrait pas exister. Elle ne peut pas exister, mais elle ne devrait pas exister. La distinction est importante. Il n'y a rien de physiquement impossible dans sa trajectoire. Elle ne viole aucune loi du mouvement. Elle ne rompt pas la mécanique orbitale. Mais la probabilité que cette trajectoire se produise par chance aléatoire est si incroyablement faible que l'appeler improbable revient à dire que l'océan Pacifique est humide. Voici à quoi nous sommes confrontés. Le 3 octobre 2025, 3i Atlas est passé à 29 millions de kilomètres de Mars. Le 6 mars 2026, il passera à 54 millions de kilomètres de Jupiter. 2 rencontres planétaires, 2 des mondes les plus intéressants scientifiquement de notre système solaire après la Terre, les 2 en un seul survol, les 2 à des distances assez proches pour une observation détaillée. Décomposons pourquoi c'est mathématiquement extraordinaire. Premièrement, l'alignement du plan orbital. Le plan de l'écliptique est le disque plat où la Terre et les autres planètes orbitent autour du Soleil. C'est le plan de référence pour le système solaire. Si vous imaginez le système solaire comme un disque vinyle, le plan de l'écliptique est la surface de ce disque, et les planètes sont des sillons en spirale autour du centre. La plupart des comètes et des astéroïdes qui appartiennent à notre système solaire orbitent à peu près dans ce plan, à quelques degrés près, car ils se sont tous formés à partir du même disque de matière en rotation il y a des milliards d'années. 3i Atlas est incliné de 4,429 degrés par rapport à l'écliptique. Cela ne semble pas beaucoup, moins de 5 degrés, presque aligné. Mais voici le problème. Pour un objet interstellaire, pour quelque chose venant de l'extérieur du système solaire, sans aucun lien avec notre histoire de formation, il n'y a aucune raison pour qu'il soit aligné du tout. Il pourrait venir de n'importe quelle direction, au-dessus du plan de l'écliptique, en dessous, perpendiculairement à celui-ci. La grande majorité des trajectoires possibles à travers l'espace tridimensionnel ne l'amènerait nulle part près de l'écliptique. La probabilité de l'alignement avec le plan de l'écliptique est d'environ 0,2%, 2 sur 1000, déjà assez improbable, mais nous ne faisons que commencer. Deuxièmement, le chronométrage des rencontres planétaires. 3i Atlas n'a pas seulement traversé le plan de l'écliptique, il l'a traversé aux emplacements précis pour rencontrer Mars et Jupiter. Pensez à ce que cela exige. Mars orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 230 millions de kilomètres. Jupiter orbite à environ 780 millions de kilomètres. Pour que 3i Atlas passe près des 2 planètes, il doit croiser leurs trajectoires orbitales lorsque les planètes sont réellement là, pas de l'autre côté du Soleil, pas des mois en avance ou des mois en retard, mais juste là, juste au moment où l'objet passe. La probabilité que ce chronométrage fonctionne est d'environ 0,02%, 2 sur 10 à 1000. Maintenant, voici où cela devient vraiment inconfortable. Ces probabilités sont indépendantes, l'alignement avec le plan de l'écliptique et le chronométrage des rencontres planétaires sont des facteurs distincts. Pour obtenir les deux, vous multipliez les probabilités. 0,2% multiplié par 0,0 à 2% est égal à 0,004%. C'est 4 sur 1 million, ou pour le dire autrement, environ 1 sur 250 000. Mais nous n'avons toujours pas fini, car il y a un troisième facteur. La trajectoire ne fait pas que passer près de Mars et de Jupiter, elle le fait d'une manière qui maximise les opportunités d'observation.
Les distances d'approche les plus proches ne sont ni trop proches ni trop éloignées. Trop proches et l'objet passerait en un éclair avant que les instruments ne puissent l'observer correctement, trop éloigné et la résolution serait insuffisante. Les distances que 3i Atlas maintient sont franchement idéales pour l'observation par engin spatial. Lorsque vous intégrez l'optimisation des distances d'approche, la probabilité combinée chute encore plus loin. Avi Loeb l'a calculé à environ 0,005%. C'est 5 sur 1 million, 1 sur 200 000. Pensez à ce que signifie 1 sur 200 000. Si vous mélangiez un jeu de cartes et que vous distribuiez 5 cartes spécifiques dans un ordre spécifique, ce serait plus probable que cette trajectoire se produise par chance. Si vous achetiez un billet de loterie, vous auriez de meilleures chances de gagner un prix substantiel que 3i Atlas n'a de suivre aléatoirement cette trajectoire. Maintenant, parlons de l'inclinaison de 5 degrés, car c'est là que les mathématiques deviennent encore plus intrigantes. Pourquoi 5 degrés? Pourquoi pas parfaitement aligné à 0 degré? Pourquoi pas 10 degrés ou 20 degrés ou une autre valeur aléatoire? Il y a une hypothèse qui explique cela, et elle est assez élégante pour être dérangeante. Elle s'appelle la théorie du cône de surveillance de transit. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes une civilisation extraterrestre sur une planète en orbite autour d'une étoile quelque part dans la galaxie. Vous voulez détecter d'autres systèmes planétaires. Comment faites-vous? De la même manière que les astronomes humains le font, les surveillances de transit. Vous surveillez les étoiles et attendez que les planètes passent devant elles, provoquant de minuscules baisses de luminosité. C'est la méthode la plus réussie que nous ayons développée pour trouver des exoplanètes, des milliers de mondes découverts de cette façon. Mais voici le hic, vous ne pouvez détecter que les planètes qui transitent votre étoile de votre perspective. Si vous n'êtes pas dans le bon alignement, si vous ne regardez pas l'étoile sous le bon angle, vous ne verrez pas le transit. La planète pourrait être là, mais vous ne le sauriez jamais. Cela signifie qu'il y a un cône étroit d'espace, un angle de vision spécifique à partir duquel les planètes de notre système solaire seraient détectables via la surveillance de transit. Si une civilisation extraterrestre est située à l'intérieur de ce cône, elle pourrait détecter la Terre, elle pourrait détecter Mars, elle pourrait détecter Jupiter. Ils verraient les trois traverser la face de notre Soleil depuis leur point de vue. Quelle est la largeur de ce cône? Cela dépend de ce que vous recherchez. Si vous ne vous souciez que de détecter des planètes de la taille de la Terre, le cône est assez étroit, peut être 1 ou 2 degrés. Mais si vous êtes intéressé à tout détecter, y compris la ceinture d'astéroïdes, qui crée un épais tore de débris entre Mars et Jupiter, le cône s'élargit considérablement. La ceinture d'astéroïdes mesure environ 150 millions de kilomètres d'épaisseur. D'un point de vue distant, les objets transitant le Soleil depuis n'importe où dans cette ceinture seraient détectables. Les calculs mathématiques donnent un cône d'environ 10 degrés de large. Toute civilisation située dans cette bande de 10 degrés au-dessus ou au-dessous du plan de l'écliptique serait en mesure de détecter notre ceinture d'astéroïdes, nos principales planètes et la Terre. Il saurait que ce système solaire vaut la peine d'être étudié. Maintenant, si vous étiez cette civilisation et que vous vouliez envoyer une sonde pour enquêter sur notre système, quelle trajectoire utiliseriez-vous? Vous la lanceriez le long du même alignement. Vous l'enverriez droit au centre du cône qui vous a donné la détection en premier lieu. Cette trajectoire serait inclinée à 5 degrés, en plein centre, à mi-chemin entre 0 et 10. 3i Atlas est incliné à 4,429 degrés, essentiellement 5 degrés, compte tenu de la précision de la mesure. Cela pourrait être une coïncidence, mais c'est une coïncidence très spécifique. Elle n'est pas juste à peu près alignée, elle est alignée d'une manière qui a parfaitement du sens si l'objet a été délibérément ciblé sur notre système solaire par une civilisation qui nous a détectés via une surveillance de transit. La masse de 3i Atlas ajoute une autre couche à ce puzzle. Basée sur la luminosité et la taille estimée, l'objet pèse au moins 33 milliards de tonnes, peut être plus. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale, la plus grande structure spatiale de l'humanité, pèse environ 420 tonnes. La navette spatiale, lorsqu'elle était complètement chargée, pesait environ 2 à 1000 tonnes. La Starship de SpaceX, la plus grande fusée jamais construite, est de 5500 tonnes au lancement. 3i Atlas est 6 millions de fois plus massif que la Starship. 6 millions. Si cet objet est artificiel, s'il a été construit plutôt que formé naturellement,
L'ingénierie requise dépasse tout ce qui est dans la capacité humaine par des facteurs qui rendent la comparaison presque insignifiante. Nous parlons d'une civilisation qui peut manipuler des milliards de tonnes de matière, l'accélérer à des vitesses interstellaires et l'envoyer sur des trajectoires suffisamment précises pour passer entre des planètes séparées par des centaines de millions de kilomètres. C'est le niveau de sophistication technologique impliqué si 3i Atlas est une sonde, non seulement au-delà de nous, mais incompréhensiblement au-delà de nous, la différence entre une hache de pierre et un accélérateur de particules. Loeb a compilé ce qu'il appelle les 7 anomalies de 3i Atlas. La trajectoire est l'anomalie 6, mais c'est celle qui relie tout, car la trajectoire détermine tout le reste, où l'objet va, ce qu'il rencontre, quand il le rencontre. Si la trajectoire est délibérée, si elle est ciblée, alors toute autre anomalie doit être reconsidérée dans ce contexte. Une comète naturelle avec une trajectoire improbable est une curiosité. Une sonde artificielle, sur une trajectoire soigneusement calculée, est quelque chose d'autre entièrement. Cela signifie que quelqu'un a pointé cette chose sur nous. Cela signifie que quelqu'un la voulait ici. Cela signifie que quelqu'un est ou était intéressé par notre système solaire spécifiquement. Les calculs de probabilité ne prouvent rien. 1 sur 200 000 est improbable, mais ce n'est pas impossible. Des choses improbables arrivent, les gens gagnent à la loterie, la foudre frappe le même endroit 2 fois, des coïncidences cosmiques se produisent. Mais lorsque vous êtes une agence spatiale, lorsque vous êtes la NASA ou l'ESA ou la CNSA et que vous regardez les données du 3 octobre et que vous voyez quelque chose avec une trajectoire 1 sur 200 000 faisant quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au modèle des comètes, vous commencez à poser des questions difficiles. Des questions sur la publication immédiate des données ou sur le fait de prendre le temps de comprendre ce que vous regardez. Des questions sur le fait de savoir si la trajectoire essaie de vous dire quelque chose. Des questions sur le fait de savoir si celui ou ce qui a envoyé cet objet, si quelqu'un l'a fait, avait l'intention que nous le remarquions, avait l'intention que nous nous interrogions, avait l'intention que nous posions exactement ces questions. Les mathématiques ne mentent pas, la trajectoire est ce qu'elle est, la probabilité est ce qu'elle est, 1 sur 200 000. Ce sont les chiffres, ce que les chiffres signifient, quelles conclusions nous en tirons, c'est la question qui empêche les astronomes de dormir. Et quelque part dans les données du 3 octobre, quelque part dans les images que nous n'avons pas été autorisés à voir, il pourrait y avoir une réponse. Chapitre 6. Le 29 octobre, le moment de vérité cachée. Il y a une date encerclée sur les calendriers des observatoires du monde entier. Le 29 octobre 2025, dans 22 jours. C'est à ce moment que 3i Atlas atteint le périhélie, son approche la plus proche du Soleil. 1,36 unités astronomiques, environ 203 millions de kilomètres, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars, juste à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Et voici ce qui rend cette date si critique, si potentiellement révélatrice et si frustrante d'inaccessibilité. 3i Atlas sera complètement caché à tous les télescopes sur Terre. La géométrie est simple mais inévitable. À mesure que l'objet approche du périhélie, du point de vue de la Terre, il se déplacera vers le Soleil, puis il passera derrière le Soleil, puis si tout se passe comme prévu, il réapparaîtra de l'autre côté fin novembre. Mais pendant cette approche la plus proche, pendant la période où le rayonnement solaire est le plus intense, lorsque la comète devrait être la plus active, lorsque tout ce qui est inhabituel est le plus susceptible de se produire, nous ne pourrons pas le voir. Le Soleil sera en travers, littéralement entre nous et l'objet que nous essayons d'observer. C'est plus qu'un simple inconvénient, c'est un écart critique dans notre chronologie d'observation, car le périhélie est le moment où les comètes révèlent leur vraie nature. Lorsqu'elles sont loin du Soleil, elles sont froides, inertes, dormantes. Les substances volatiles, les gaz gelés enfermés dans leur glace, restent gelés. Il y a un dégazage minimal, une activité minimale. Ce ne sont que des morceaux sombres de matière dérivant dans l'espace. Mais à mesure qu'elles approchent du Soleil, à mesure que le rayonnement solaire s'intensifie, tout change. La surface se réchauffe, la glace commence à se sublimer, se transformant directement de solide en gaz sans passer par une phase liquide. Cela libère des jets de vapeur et de poussière, la coma s'étend, la queue se forme, la comète prend vie dans un sens très réel, poussée par l'énergie qui y pénètre depuis le Soleil. Au périhélie, cette activité atteint son intensité maximale. La température de surface peut monter assez haut pour vaporiser des matériaux qui étaient stables quelques semaines auparavant.
Des molécules organiques complexes se décomposent. La glace sous la surface exposée par l'érosion de la surface commence à s'échapper. Si une comète doit se fragmenter, si elle doit se diviser sous contrainte thermique, le périhélie est le moment où cela se produit. Pour 3i Atlas, le périhélie représente environ 12 gigawatts de puissance solaire frappant sa surface. Pour mettre cela en perspective, c'est la production d'environ 12 grandes centrales nucléaires constamment pendant des heures, concentrées sur un objet de seulement quelques kilomètres de large. La charge thermique est extraordinaire, les contraintes sont énormes. Si 3i Atlas est une comète naturelle, nous devrions nous attendre à ce que des choses spécifiques se produisent. Des gazages massifs, un éclaircissement dramatique à mesure que plus de surface devient active, une queue bien développée s'étendant derrière elle, alors que le vent solaire pousse le matériau libéré loin du Soleil, éventuellement une fragmentation s'il y a des faiblesses structurelles dans le noyau. C'est le comportement standard des comètes au périhélie, nous l'avons vu d'innombrables fois avec les comètes du système solaire. Mais si 3i Atlas est autre chose, s'il y a une quelconque validité à l'hypothèse d'une origine artificielle, le périhélie pourrait révéler un comportement très différent. Et c'est là que les choses deviennent inconfortables pour l'approche attentiste. Il existe une manœuvre en mécanique orbitale appelée l'effet Oberth. Lorsque vous êtes près d'un objet massif, lorsque vous êtes profondément dans un puits de gravité, tout changement de vitesse a des effets amplifiés sur votre orbite. Les engins spatiaux utilisent cela couramment. Vous attendez d'être à l'approche la plus proche, au périhélie si vous êtes près du Soleil, puis vous allumez vos moteurs. Le changement de vitesse atteint au périhélie se traduit par des changements massifs d'énergie orbitale. C'est le moyen le plus économe en carburant pour modifier une orbite de manière significative. Maintenant, si 3i Atlas voulait changer sa trajectoire, s'il voulait décélérer et devenir lié gravitationnellement au Soleil plutôt que de continuer sur sa trajectoire d'échappement hyperbolique, le périhélie est le moment où vous le faites. Vous attendriez d'être derrière le Soleil, caché de l'observation terrestre, et vous effectueriez ce qu'on appelle une manœuvre Oberth solaire inversée. Vous ralentiriez et au lieu de dépasser le Soleil et de quitter le système solaire, vous tomberiez sur une orbite elliptique. Vous resteriez. Avi Loeb a souligné que le chronométrage est optimal pour exactement cette manœuvre. L'objet serait masqué de la Terre, l'environnement thermique et de rayonnement autour du périhélie masquerait toutes les signatures de propulsion. Si vous vouliez cacher un changement de trajectoire, c'est le moment et l'endroit où vous le faites. De plus, si 3i Atlas est un vaisseau mère, s'il transporte des sondes plus petites conçues pour être déployées vers des cibles du système intérieur comme la Terre ou Vénus, l'orbite rétrograde fait du périhélie le point de déploiement idéal. L'objet se déplace à l'opposé du mouvement orbital planétaire. Une sonde libérée au périhélie avec une vitesse minimale pourrait intercepter l'orbite de la Terre avec relativement peu de dépenses d'énergie. La planète, en effet, rencontrerait la sonde alors que les deux objets orbitent autour du Soleil dans des directions opposées. C'est le scénario du cheval de Troie. Il a l'air innocent, il ressemble à une comète qui passe, faisant ce que les comètes font. Mais au moment caché, au périhélie, quand personne ne peut regarder, il fait autre chose. Il se déploie, il manœuvre, il révèle un objectif. Maintenant, est-ce que quelqu'un pense réellement que c'est probable? La plupart des astronomes diraient non. La plupart des scientifiques planétaires affirmeraient que 3i Atlas se comportera exactement comme une comète le devrait, qu'il s'éclaircira, dégazera et éventuellement se fragmentera, et que lorsqu'il réapparaîtra fin novembre, nous verrons exactement ce à quoi nous nous attendons. Une comète qui a survécu au périhélie et se dirige maintenant vers l'espace interstellaire. Mais le fait que nous ne puissions pas l'observer pendant cette période critique dérange les gens. Cela les dérange suffisamment pour que plusieurs observatoires professionnels aient élaboré des plans pour observer la réémergence fin novembre avec une intensité inhabituelle. Cela les dérange suffisamment pour que les agences spatiales se coordonnent pour que les instruments soient prêts au moment où 3i Atlas redevient visible. Parce que voici l'inconfortable vérité. Si 3i Atlas passe derrière le Soleil comme une chose et en ressort comme autre chose, nous aurons manqué la transformation. Nous aurons l'avant et l'après, mais pas le pendant. Nous saurons que quelque chose a changé, mais nous ne saurons pas comment, ni pourquoi, ni ce qui s'est exactement passé pendant ces heures cachées. Il y a un parallèle philosophique ici, l'expérience de penser sur l'arbre qui tombe dans la forêt. Si un objet interstellaire fait quelque chose d'inhabituel au périhélie et que personne ne peut l'observer, est-ce vraiment arrivé? Mais ce n'est pas tout à fait juste.
car nous le saurons par ce qui vient après. Si 3i Atlas réapparaît fin novembre sur une trajectoire différente ou avec des propriétés différentes, ou accompagné d'objets plus petits qui n'étaient pas là auparavant, nous saurons que quelque chose s'est passé. Nous ne saurons tout simplement pas comment nous sommes censés l'appeler. Les données du 3 octobre, les images que nous n'avons pas vues, pourraient fournir un contexte à cela. Si ces images montraient quelque chose d'inattendu, quelque chose qui suggère que 3i Atlas ne se comporte pas comme une comète typique, alors ce qui se passe au périhélie devient exponentiellement plus important. Cela devient le moment où nous obtenons soit la confirmation qu'il s'agit juste d'un objet naturel inhabituel, soit quelque chose qui nous oblige à tout reconsidérer. 22 jours, 3 semaines et 1 jour, c'est le temps qu'il faudra avant que ce moment caché n'arrive, jusqu'à ce que 3i Atlas disparaisse derrière le Soleil et que nous perdions notre capacité à regarder ce qui se passe ensuite. Jusqu'à ce que nous entrions dans une période où nous devons attendre et nous demander et espérer que lorsque l'objet réapparaîtra, ce ne soit encore qu'une comète se dirigeant vers l'espace interstellaire. Espérer qu'il n'ait pas changé, espérer qu'il ne soit pas resté, espérer que tout ce que ces 7 engins spatiaux ont vu le 3 octobre était intéressant mais explicable, et que le périhélie sera également intéressant et également explicable. Mais l'espoir n'est pas une donnée, l'espoir n'est pas une observation, l'espoir est ce sur quoi vous comptez lorsque vous n'avez pas l'information dont vous avez besoin pour tirer des conclusions. Et en ce moment, alors que le silence des agences spatiales se poursuit, alors que les jours comptent à rebours jusqu'au périhélie, l'espoir est principalement ce que nous avons. Cela est la connaissance que fin novembre, lorsque 3i Atlas réapparaîtra, nous saurons enfin si notre espoir était justifié. Chapitre 7. L'indice du nickel sans fer. De toutes les anomalies associées à 3i Atlas, il y en a une qui se distingue des autres, une que les astronomes trouvent vraiment difficile à écarter avec des processus naturels, une qui, lorsque vous comprenez la physique sous-jacente, vous fait vous arrêter et reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur cet objet. C'est le nickel, ou plus précisément, le nickel sans fer. Commençons par une chimie cosmique de base. Lorsque des étoiles massives meurent, lorsqu'elles épuisent leur combustible nucléaire et s'effondrent en supernovae, l'explosion crée des éléments lourds par fusion nucléaire. Le carbone, l'oxygène, le silicium et oui, des métaux comme le nickel et le fer. Ces éléments sont forgés dans les températures et les pressions extrêmes du noyau de la supernova, puis projetés dans l'espace où ils finissent par faire partie de nouveaux systèmes stellaires, de nouvelles planètes, de nouvelles comètes. Voici le point critique, le nickel et le fer sont créés ensemble. Ils se forment dans les mêmes couches stellaires au cours des mêmes processus nucléaires. Ils ont des structures atomiques similaires. Ils se lient ensemble de manière similaire. Dans la nature, dans chaque objet naturel que nous ayons jamais étudié, des météorites aux astéroïdes en passant par les comètes, le nickel et le fer apparaissent ensemble, toujours. Le ratio varie en fonction des conditions de formation, mais ils sont toujours tous les deux présents. Trouver l'un sans l'autre, c'est comme trouver de la fumée sans feu. Cela n'arrive pas naturellement, jusqu'à 3i Atlas. En juillet et août 2025, le Very Large Telescope au Chili a mené des observations spectroscopiques de 3i Atlas. La spectroscopie fonctionne en analysant la lumière provenant d'un objet. Différents éléments absorbent et émettent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant une empreinte digitale unique. Vous pouvez identifier de quoi un objet est fait en regardant ces lignes spectrales. Le VLT a détecté 22 lignes d'émission distinctes de nickel dans le nuage de gaz entourant 3i Atlas. 22, ce n'est pas une signature subtile, c'est une détection forte et indubitable. La comète produisait des atomes de nickel neutre dans sa coma, les libérant sous forme de gaz vaporisé de la surface. Mais voici le problème. Les lignes d'émission de fer, 0, rien, absence totale. L'instrument était assez sensible pour détecter le fer s'il était là. D'autres comètes observées avec le même équipement montrent à la fois du nickel et du fer. Mais 3i Atlas a montré du nickel et uniquement du nickel. Pour comprendre pourquoi c'est extraordinaire, vous devez comprendre le problème de la température. Aux distances où 3i Atlas a été observé, entre 3,8 et 2,8 unités astronomiques du Soleil, la température de surface est beaucoup trop basse pour vaporiser du métal solide. Le nickel a un point de fusion de 1455 degrés Celsius. Son point d'ébullition, la température où il se vaporise en gaz,
est de 2913 degrés Celsius. La surface d'une comète à 3 unités astronomiques ne s'approche nulle part de cela. Elle pourrait atteindre quelques dizaines de degrés au-dessus du point de congélation, peut être 100 degrés Celsius en plein soleil, pas 2900. Alors, comment 3i Atlas produit-il du nickel gazeux? L'explication standard pour les comètes est que le nickel ne se vaporise pas directement. Il est piégé dans d'autres composés, des composés de carbonyle, qui peuvent se sublimer à des températures plus basses et transporter les atomes de métal avec eux. Lorsque ces composés se décomposent à la lumière du soleil, ils libèrent le métal. C'est ce qu'on appelle le canal du carbonyle de nickel, et il a été proposé comme mécanisme expliquant comment les comètes peuvent présenter des émissions métalliques malgré les faibles températures de surface. Bien, cela explique le nickel, mais cela n'explique pas l'absence de fer, car le fer forme des composés de carbonyle similaires. Si le processus libère du nickel, il devrait également libérer du fer. La chimie n'est pas sélective. Les deux métaux devraient apparaître dans des ratios similaires à leurs abondances dans la composition de la comète. À moins que 3i Atlas n'ait pas de fer, ou à moins que le ratio nickel sur fer ne soit si déséquilibré, si radicalement différent de tout ce qui est naturel, qu'en effet, seul le nickel est détectable. Voici où cela devient encore plus étrange. La production de nickel n'était pas constante, elle augmentait de manière spectaculaire. Entre juillet et août, alors que 3i Atlas passait de 3,428 unités astronomiques à 2,425 unités astronomiques, le taux d'émission de nickel a été multiplié par 25. 25 fois plus de nickel en seulement un mois. C'est une augmentation exponentielle beaucoup plus raide que les schémas de dégazage cométaire normaux. Fin août, 3i Atlas libérait du nickel à un rythme décrit dans la littérature scientifique comme extrême. Le taux de production était plus élevé que toute comète jamais observée à des distances comparables du Soleil, et il accélérait à mesure que l'objet approchait du périhélie. Maintenant, parlons de ce que cette signature signifie sur Terre. Lorsque les humains veulent purifier le nickel industriellement, lorsque nous voulons du nickel sans contamination par le fer, nous utilisons un processus appelé le procédé Mont ou le procédé au carbonyle. Vous exposez le minerai de nickel au monoxyde de carbone à des températures spécifiques. Le nickel réagit pour former du carbonyle de nickel, un composé volatile qui peut être séparé du minerai riche en fer, puis vous décomposez le carbonyle de nickel à des températures plus élevées pour obtenir du nickel métallique pur. C'est la méthode industrielle standard pour produire du nickel de haute pureté. Elle est utilisée en métallurgie, en fabrication, dans toute application nécessitant des alliages de nickel sans contamination par le fer. Et elle produit exactement ce que 3i Atlas montre, une émission de nickel sans émission de fer correspondante. Cela ne prouve pas que 3i Atlas est artificiel, cela ne prouve pas que quelqu'un l'a construit. Mais cela signifie que la signature chimique que nous voyons de cet objet correspond mieux à un processus industriel qu'à tout processus naturel. Le spectre de 3i Atlas ressemble plus à une raffinerie de nickel qu'à une comète. Pourrait-il y avoir une chimie naturelle exotique qui produit cela? Peut être que les conditions pendant la formation dans un autre système stellaire pourraient créer des ratios de métaux que nous n'avons jamais rencontrés. Peut être que le canal du carbonyle de nickel est en quelque sorte sélectif d'une manière que nous ne comprenons pas. Peut être qu'il existe un processus physique impliquant des champs magnétiques ou des décharges électriques ou autre chose qui libère préférentiellement le nickel par rapport au fer. Mais voici le défi pour cet argument. Nous avons observé beaucoup de comètes, des centaines de notre système solaire, et maintenant 3 visiteurs interstellaires. Pas une seule d'entre elles, pas une seule, n'a montré cette signature de nickel sans fer. Si c'est un processus naturel, si ce n'est qu'une chimie bizarre d'un environnement de formation bizarre, pourquoi ne le voyons-nous que maintenant? Pourquoi 3i Atlas est-il l'exception? L'article scientifique analysant les données du VLT utilise un langage prudent, comme les articles scientifiques se doivent de le faire. Il décrit les observations comme extrêmement déroutantes. Il note que la présence de nickel et de fer dans la coma cométaire est déjà inattendue compte tenu des faibles températures. Il reconnaît que 3i Atlas présente des propriétés extrêmes concernant les taux de production et les ratios d'abondance de ces métaux. Mais il s'arrête avant de dire ce que tout le monde lisant l'article pense, cela n'a pas l'air naturel, cela a l'air conçu.
Avi Loeb a été plus direct. Il a déclaré publiquement que la détection de nickel sans fer est une signature connue pour exister dans les alliages produits industriellement fabriqués par la voie chimique du carbonyle. Il a fait valoir que si une explication naturelle peut exister, la charge de la preuve incombe maintenant de montrer ce que pourrait être cette explication naturelle. Parce qu'en ce moment, l'explication la plus simple qui correspond aux données observées implique la production artificielle de nickel. Ce qui nous ramène au silence. Si vous êtes une agence spatiale, si vous avez des données spectroscopiques des orbiteurs martiens pendant le survol du 3 octobre, vous avez presque certainement analysé la composition chimique de 3i Atlas à une portée beaucoup plus proche que les observations du VLT. Vous avez une meilleure résolution, une meilleure sensibilité, des spectres plus détaillés. Qu'est-ce que ces spectres ont montré? Plus de nickel, toujours pas de fer. Le ratio est-il devenu encore plus extrême lors de l'observation plus proche? Avez-vous détecté d'autres éléments, d'autres composés, d'autres signatures qui rendent l'interprétation industrielle plus ou moins plausible? Nous ne savons pas, car ces données n'ont pas été publiées. Les observations du VLT de juillet et août sont publiques parce qu'elles provenaient d'un télescope terrestre exploité par un consortium international qui publie ces données selon les protocoles scientifiques standards. Mais les données des engins spatiaux martiens, qui passent par des canaux différents, des canaux qui peuvent être mis en pause, des canaux qui peuvent être contrôlés. La signature du nickel est l'arme du crime. Pas une preuve définitive, pas une certitude absolue, mais la pièce la plus solide de preuve que 3i Atlas pourrait être autre chose qu'une comète naturelle. Et quelque part dans les données du 3 octobre, il y a des observations qui soit confirment cette signature, soit la contredisent. Des observations qui pourraient montrer des ratios de métaux encore plus extrêmes ou pourraient montrer qu'à une portée plus proche, le fer apparaît enfin et tout se normalise. Dans les deux cas, ces observations existent et nous ne sommes pas autorisés à les voir. Chapitre 8. Les 7 anomalies reliant tous les points. Nous avons tourné autour de pièces individuelles de ce puzzle. La trajectoire, la signature du nickel, le silence coordonné. Maintenant, il est temps de regarder l'image complète. Car 3i Atlas n'a pas une anomalie, il en a 7. Et lorsque vous les empilez ensemble, lorsque vous voyez comment elles s'interconnectent, le poids cumulé devient difficile à ignorer. Anomalie 2. Le jet avant. Lorsque le télescope spatial Hubble a capturé 3i Atlas le 20 et 1 juillet 2025, quelque chose a immédiatement attiré l'attention des astronomes. L'objet avait un jet visible de lumière solaire diffusée s'étendant devant lui, pas derrière lui, où les queues de comètes apparaissent normalement, devant, pointant vers le Soleil. Le jet était 10 fois plus long que large, un flux étroit et focalisé de matière. Et voici la partie étrange. Pendant des semaines après cette observation de Hubble, aucune queue appropriée ne s'est développée. L'apparence typique de la comète, une tête brillante avec une longue queue s'étendant derrière alors que le vent solaire pousse le gaz et la poussière loin du Soleil, n'est apparue que fin août, près de 2 mois après la découverte. Les comètes normales développent des queues à mesure qu'elles approchent du Soleil. Plus elles se rapprochent, plus le vent solaire est fort, plus la queue est prononcée. Mais 3i Atlas a eu ce jet avant en premier, un jet pointant dans la mauvaise direction. Un jet qui ressemblait plus à un échappement d'une buse qu'à un dégazage naturel entraîné par le chauffage solaire. Fin août, une faible queue est finalement apparue. La comète a commencé à ressembler davantage à une comète. Mais ce jet avant initial, ce rapport d'aspect de 10 sur 1, cette directionnalité inhabituelle, ce n'est pas typique. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Anomalie 4. La dominance du dioxyde de carbone. Lorsque le télescope spatial James Webb de la NASA et l'observatoire Spherex ont analysé 3i Atlas en août, ils ont détecté quelque chose de remarquable. Le nuage de gaz entourant l'objet, la coma, est composé à 95% de dioxyde de carbone et seulement 5% d'eau. C'est un rapport de 8 sur 1 de dioxyde de carbone à eau. Comparez cela aux comètes de notre système solaire qui sont généralement dominées par l'eau. La plupart des comètes sont plus proches d'un rapport de 1 sur 1, voire favorisent l'eau par rapport au dioxyde de carbone. Un rapport de 8 sur 1 dans la direction opposée est extraordinaire. Maintenant, la glace de dioxyde de carbone se sublime à des températures plus basses que la glace d'eau. La glace carbonique, comme nous l'appelons sur Terre, se transforme en gaz à moins 18 degrés Celsius à pression standard. La glace d'eau nécessite 0 degrés Celsius. Ainsi,
Une comète riche en dioxyde de carbone commencerait à montrer une activité plus loin du Soleil qu'une comète riche en eau, ce qui correspond en fait à ce que nous avons observé avec 3i Atlas. Elle était active à 4,4 unités astronomiques, beaucoup plus loin que le réveil des comètes typiques. La question est pourquoi? Pourquoi 3i Atlas aurait-il une composition aussi inhabituelle? La réponse réside probablement dans l'endroit où elle s'est formée. Différentes régions de la galaxie, différents disques protoplanétaires, différentes lignes de glace autour de différents types d'étoiles. Tous ces facteurs affectent les matériaux qui se condensent et les ratios dans lesquels ils se retrouvent. 3i Atlas s'est probablement formé dans un environnement très différent de la région de formation de notre système solaire, peut être autour d'une étoile plus ancienne et plus froide, peut être dans une région avec des abondances élémentaires différentes. Mais voici où cela se connecte aux autres anomalies. Le dioxyde de carbone n'est pas seulement une substance volatile différente, c'est un propulseur. Si vous vouliez manœuvrer un engin spatial à l'aide de propulseurs à gaz froid, le dioxyde de carbone serait un excellent choix. Il est stable, il est facile à stocker, il se sublime à des températures accessibles. Et un engin spatial transportant de grandes réserves de glace de dioxyde de carbone pourrait maintenir une apparence de comète tout en ayant beaucoup de matière pour des ajustements de trajectoire. Est-ce ce que nous voyons? Des réserves de propulseurs se faisant passer pour des substances volatiles naturelles ou juste une chimie cométaire inhabituelle? La composition seule ne répond pas à cela. Mais combiné à la trajectoire, combiné à la signature du nickel, c'est un autre point de données qui correspond aux interprétations à la fois naturelles et artificielles. Anomalie 5. La polarisation négative extrême. Celle-ci nécessite de comprendre comment la lumière se comporte. Lorsque la lumière du Soleil se réfléchit sur une surface, elle peut devenir polarisée, ce qui signifie que les ondes lumineuses s'alignent dans une direction particulière. Le degré et le type de polarisation vous renseignent sur la surface réfléchissante, sa texture, sa composition, sa structure. 3i Atlas présente une polarisation négative extrême. Les mesures de polarisation sont en dehors de la plage normale pour les comètes, significativement en dehors. Cela suggère que les propriétés de surface ou les propriétés des grains de poussière dans la coma sont inhabituelles. Formes différentes, compositions différentes, structures différentes. La polarisation négative peut se produire avec certains types de particules, de très petits grains, une minéralogie inhabituelle, des formes et des alignements spécifiques. Mais la polarisation négative extrême, c'est rare. Cela nécessite une explication. Certains chercheurs ont suggéré que cela pourrait indiquer la présence de minéraux inhabituels formés dans l'environnement où 3i Atlas est né. D'autres notent que les particules fabriquées artificiellement, en particulier certains types de matériaux conçus, peuvent produire une forte polarisation négative. Ce n'est concluant dans aucun sens, mais c'est une autre propriété qui ne correspond pas tout à fait au profil typique de la comète. Anomalie sept. L'alignement du signal WOW. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear à l'Université d'État de l'Ohio a détecté un signal radio à bande étroite fort à 1420,4 MHz, la fréquence de la ligne d'hydrogène. Le signal a duré 72 secondes. Il était si inhabituel, si potentiellement significatif, que l'astronome Jerry Eman a écrit « Wow » dans la marge de l'imprimé d'ordinateur. Le signal n'a jamais été détecté à nouveau, jamais répété, jamais expliqué. Le signal provenait de la direction du Sagittaire, ascension droite 10 à 9h25, déclinaison -27 degrés. C'est la direction générale vers le centre de notre galaxie, où des centaines de milliards d'étoiles se regroupent dans le renflement galactique. Maintenant, voici l'inconfortable coïncidence. Lorsque vous retracez la trajectoire de 3i Atlas en arrière, lorsque vous calculez où il se trouvait en 1977, il était à environ 600 unités astronomiques de la Terre. Et sa position dans le ciel à ce moment-là n'était séparée que de 9 degrés en ascension droite et 8 degrés en déclinaison de l'origine du signal WOW. 9 degrés sur 360 degrés autour du ciel. La probabilité que cet alignement soit aléatoire est d'environ 0,6%, 6 sur 1000. 3i Atlas aurait-il pu transmettre le signal WOW? S'il était à 600 unités astronomiques, la puissance requise serait comprise entre 1,5 gigawatt et 2 gigawatts. C'est la production d'un réacteur nucléaire typique sur Terre. Une puissance significative, mais pas impossible.
et le signal était décalé vers le bleu, indiquant que la source s'approchait de la Terre, ce qui correspond à la trajectoire de 3i Atlas. Le signal WOW pourrait avoir été une impulsion radar, un faisceau de balayage traversant l'espace, pingant les systèmes stellaires proches pour détecter les planètes. Et nous nous sommes retrouvés dans le faisceau pendant 72 secondes alors qu'il balayait. Si 3i Atlas a détecté des planètes dans notre zone habitable pendant ce balayage, il pourrait avoir légèrement ajusté sa trajectoire, accélérant pour nous atteindre plus tôt. Au moment où il arrive en 2025, il voyage depuis 48 ans depuis cette détection de 1977, où tout l'alignement est une pure coïncidence, 6 sur 1000. Improbable, mais pas impossible. Un autre point de données qui peut être interprété dans les deux sens. Voici ce que les 7 anomalies nous disent lorsqu'elles sont examinées ensemble. Individuellement, chacune peut être expliquée. La taille pourrait être un hasard statistique. Le jet avant pourrait être une géométrie de dégazage inhabituelle. La signature du nickel pourrait être une chimie exotique. La dominance du dioxyde de carbone pourrait être l'environnement de formation. La polarisation pourrait être d'étranges propriétés de la poussière. La trajectoire pourrait être le fruit du hasard. L'alignement du signal WOW pourrait être une coïncidence. Mais les 7 ensemble, c'est là que l'explication naturelle commence à nécessiter de plus en plus de mise en garde, de plus en plus de circonstances improbables qui s'alignent toutes dans le même objet. Ce n'est pas impossible, mais c'est improbable. Et plus vous en empilez, plus cela devient improbable. Avi Loeb a attribué à 3i Atlas un classement sur son échelle Loeb. L'échelle va de 0, définitivement naturel, à 10, définitivement artificiel et potentiellement hostile. Il le classe actuellement entre 2 et 4, pas 0, pas naturel par défaut, mais pas assez haut pour déclarer quoi que ce soit de définitif, en plein milieu ambigu, où vous avez besoin de plus de données pour prendre une décision. Et c'est là que nous en sommes. C'est là où nous sommes depuis le 3 octobre, dans le milieu ambigu, en attente de données qui existent mais qui n'ont pas été publiées, en attente que les agences spatiales rompent leur silence, en attente de savoir si ces 7 anomalies, lorsqu'elles sont examinées de près par 7 engins spatiaux, sont expliquées par des processus naturels ou si elles sont renforcées par des observations supplémentaires qui rendent l'hypothèse artificielle plus difficile à ignorer. Les données existent, les observations ont été faites, l'analyse a été menée. Quelque part, les gens savent si ces anomalies se résolvent ou s'intensifient sous un examen minutieux. Ils savent ce que montrent les images du 3 octobre. Ils savent ce que révèlent les spectres. Ils savent ce qu'indiquent les signatures thermiques. Ils savent, et ils ne nous le disent pas encore.